Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la matinée, à savoir une table ronde sur la R&D et le jeu vidéo d'environ une demi-heure qui sera suivie par des questions. Et la motivation de cette table ronde, c'est que l'on voit, en tout cas pour ma part, je vois à chaque colloque de la chaire sciences et jeux vidéo chaque année qu'il y a plein de problématiques très intéressantes de recherche au cœur des industries du jeu. Alors, parfois, on a l'impression, un peu en caricaturant, qu'il y a deux mondes séparés. D'un côté, les industries qui développent des produits, mais qui n'ont pas le temps ou la possibilité de développer vraiment de la recherche scientifique. De l'autre, on a les laboratoires publics, qui, eux, vont développer la recherche, mais qui n'ont pas le temps pour aller jusqu'aux produits et pouvoir vraiment parler aux industries. Et on peut se demander s'il manque pas quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces deux mondes puissent un peu mieux communiquer, échanger, avancer ensemble. On vient d'en voir un exemple et également aussi se financer, tout en intégrant aussi que le développement privé et la recherche publique académique, ils ont aussi des besoins différents, et donc il ne faut pas les priver de leur propre liberté. Alors, pour avancer sur ces questions et voir un petit peu concrètement quelques exemples de ce qu'il est possible de faire comme collaboration, des statuts un peu hybrides, on a un panel donc de 3 experts. Alors, donc, premièrement, Jonathan, encore une fois, que je ne représente pas. Donc, on a pu voir que ton expérience, elle tombe finalement dans ce cadre de statut hybride, assez innovant en tout cas pour la France, entre recherche scientifique et développement. Et Jonathan, tu avais aussi eu, toi, une expérience de collaboration intéressante avec les studios de Weta pendant ta Ouais, thèse. Donc, tu pourras nous en parler aussi un petit peu au moment des questions. ouais. Et puis, donc, notre deuxième interlocuteur, ça va être Simon Contraire. Donc, Simon, alors normalement, il faut que tu passes à la caméra. Je ne sais pas si ta caméra est allumée pour qu'on Bonjour, puisse ouais, a te priori voir. ma Ah, caméra est super. activée, mon micro aussi, bonjour tout le monde. Et donc, à l'origine, Simon, toi, tu as une thèse en géophysique, dont je tairai la date d'obtention parce que ça ne nous rajeunit pas. Et tu as ensuite travaillé en recherche appliquée, donc sur la modélisation et des problèmes inverses pour des applications dans l'industrie pétrolière, puis dans le conseil en innovation à Monte Cristo Consulting, en passant aussi par le pôle de compétitivité d'Imaginov à Lyon. Et désormais, depuis un peu plus de 2 ans, tu es coordinateur R&D innovation à Ubisoft France. Donc, tu as une vision globale en fait des différents projets à teneur recherche dans les équipes françaises d'Ubi. Et tu participes également donc, au développement de la nouvelle Forge en France, donc tu vas pouvoir nous en parler, donc avec une visée d'aller plus loin en fait sur le lien entre le développement Ubi et la recherche académique. Exactement, Ensuite, merci. notre troisième interlocutrice, c'est Delphine Marcillac. Alors, est-ce que Delphine, on t'a à l'écran? Ouais. A priori, oui. Bonjour. Super. Donc Delphine, donc toi tu as une thèse en physique, tu es désormais chef de projet maturation à la SAT de Paris-Saclay. Et donc ton rôle, c'est principalement d'aider les chercheurs à financer leur activité, à les rapprocher de l'industrie. Donc auparavant, tu étais chargé d'affaires à l'école polytechnique et tu as notamment accompagné la création de cette chaire Sciences et jeux vidéo. Donc sans toi, on serait peut-être pas là en train de faire ce colloque. Et donc, tu as une vision assez précise, du coup, des différents enjeux, des contraintes qui sont vraiment liées à la collaboration entre instituts classiques, publics et privés. Et donc, pour lancer le débat, on peut partir sur la question des enjeux de la R&D dans le domaine du jeu. Alors, le jeu, c'est un domaine un petit peu particulier. Il y a de fortes contraintes technologiques, mais aussi une très forte contrainte de concurrence, et donc un besoin en quelque sorte de secret. Et donc, est-ce que typiquement Simon, Delphine, vous pouvez nous présenter un petit peu quels sont ces enjeux que vous voyez dans le contexte du jeu? Attaque. Vas-y, attaque. Je complète. Euh, alors, ouais, effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on est, nous en tout cas Ubisoft, une entreprise qui est par certains aspects une entreprise technologique, comme ce que présentait Jonathan avec Unity, nous aussi on développe nos moteurs de jeu. On a une composante technologique très forte pour développer les outils dont on a besoin, pour les pipelines, pour tout ce qui est donc le développement du jeu en lui-même. Et puis on a cette composante créative, artistique, ce qui fait qu'on a beaucoup d'autres d'autres aspects intéressants en termes de recherche, ça on pourra en discuter, mais aussi d'autres enjeux business avec nos outils, nos objets jeux qu'on sort donc au bout de 2, 3, 4 ans, parfois plus de développement, avec des attentes de la part de nos joueurs et toute une stratégie de commercialisation avec des dates, des annonces, voilà, toutes ces étapes. Et en fait, une grande partie de notre secret vient de ces contraintes et c'est du secret qui est souvent plus lié au,
aux IP au sens au jeu, dire voilà, on travaille sur le dernier Assassin's Creed. Il y a un moment où non, tu n'as pas le droit de dire qu'à Bordeaux, on travaille sur le dernier Assassin's Creed jusqu'au moment où ça a été annoncé. Puis là, tu peux le dire, etc. Et donc, on a cette composante de secret, elle est tout bêtement sur une fuite un peu simple, prend vite de l'ampleur et peut avoir des dégâts en termes de commercialisation par la suite. Après, en termes de secret industriel, c'est plus classique et c'est la même chose que pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que sur certains sujets suffisamment amont, on va pouvoir travailler en collaborant, en échangeant de manière facile avec des chercheurs, avec l'extérieur, parce que c'est des sujets un peu d'intérêt général. Et ensuite, plus on descend dans l'implémentation, dans la manière dont ça fonctionne, où on en est technologiquement, là on est sur nos avantages concurrentiels et notre innovation, où là on va commencer à aussi vouloir être un peu plus secret. Donc il y a tout un arbitrage à faire là-dessus et des sensibilités à aligner selon les sujets. Ouais, Super. complètement. En fait, moi, je viens finalement d'une approche un peu complètement différente dans le sens où le jeu vidéo, pour le coup, c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment. Voire même, je le connaissais pas trop quand on s'est posé la question de créer cette chaire jeu vidéo. Et finalement, je suis venue plutôt du contexte général, c'est-à-dire il y a un véritable enjeu autour du secret entre le milieu industriel et le milieu académique, avec chacun des enjeux complètement différents. Et ça passe la plupart du temps par chercher à comprendre les besoins de l'autre, les limites de l'autre, pour que lui, il puisse avancer finalement dans son chemin professionnel et puis trouver les bons compromis. Donc finalement, ce dont tu viens de parler, en fait, Simon, c'est ce qu'on retrouve partout. C'est-à-dire, il y a des spécificités aux jeux vidéo et puis il y a des choses qui ne sont pas spécifiques. Des chercheurs ont besoin de publier, parfois de protéger. Il y a de l'IP aussi qui peut arriver côté recherche. Et puis côté industriel, il y a des enjeux de secret aussi. C'est trouver le bon compromis, trouver le bon curseur, trouver les bons accords. Et finalement, ça se trouve très bien à partir du moment où on cherche à créer une relation de confiance, où on regarde quelque part dans la même direction pour un certain type de projet et où on a suffisamment d'échanges pour discuter, être clair dans les besoins de chacun. Mais effectivement, on trouve des solutions parce qu'il y a largement la place pour trouver des solutions dans la discussion. Oui, Merci. je compléterai ce qu'a dit Delphine, hein. Simon, toi, tu disais qu'il y a des endroits où on verrouille et puis il y a des endroits où on a de la marge de manœuvre, comme nous, par exemple, où tout est public, quoi. Donc, il y a, voilà, ce que dit Delphine, je suis d'accord avec Delphine, quoi. Il y a de l'espace pour collaborer. Il faut parfois chercher pas mal pour les trouver, mais ils existent, quoi. Donc du coup, ça me permet d'enchaîner justement avec cette deuxième question sur les structures. Finalement, vous gérez des structures différentes. Donc comme tu l'as présenté, Jonathan, chez vous, vous êtes extrêmement libre, vous n'avez aucune obligation de résultat. À Ubisoft, il y a également de la recherche. C'est pas forcément cette même liberté. Il y a peut-être un besoin plus important de mise en place d'un développement. Ceci étant, il y a la volonté aussi de monter cette chaire. Euh, et puis, euh, et puis Delphine, toi, tu as vu différents types de structures. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir des objectifs différents par rapport à ces structures? En quoi est-ce qu'elles répondent à un modèle aussi différent qui est lié à votre entreprise ou à évoluer aussi également au niveau de la recherche? Donc peut-être que Jonathan, tu peux préciser un petit peu en quoi est-ce que cette structure a voulu répondre à cette problématique de liberté? Et puis peut-être Simon, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre en particulier avec la création de la forge? Ok. Alors donc dans le cas de nos thématiques, une des choses que j'ai essayé de montrer dans la présentation, c'était que en fait on a tout à gagner. Encore une fois, hein, dans mes thématiques, les thématiques du rendu, on a tout à gagner à avoir de la recherche ouverte pour créer des nouveaux standards technologiques, puisque en pratique, les acteurs du jeu vidéo, les acteurs industriels utilisent plein de logiciels différents qui doivent pouvoir comprendre les données qu'ils manipulent. Donc, si je crée quelque chose dans Unity, ce qu'on veut, c'est qu'un autre logiciel puisse charger les données et les comprendre aussi. Donc, si on verrouille certaines technologies, on perd le côté une forme de cross-platform, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de manière lisse d'un logiciel à l'autre
à cause de ces problèmes de brevet. Donc, dans ce cas-là, ça vaut le coup, encore une fois, d'être ouvert. Et c'est pour ça qu'Unity nous autorise, nous donne cette liberté. Et puis, j'ajoute aussi que si on veut créer des équipes qui font de la recherche pure et attirer des chercheurs académiques, je pense que c'est en tout cas, j'allais dire la meilleure, mais je n'ai pas la prétention de connaître toutes les solutions. Par contre, je trouve que c'est une très bonne solution. Voilà. Moi, je suis vraiment très content de travailler là parce que j'ai vraiment le poste d'un chargé de recherche que j'aurais en académie, mais dans l'industrie. Si je prends le relais, en fait, alors bon, déjà, moi, juste pour préciser, hein, je travaille pour les studios de production d'Ubisoft en France. Donc, c'est vraiment l'équivalent des usines pour d'autres industries, hein, c'est là qu'on fait les jeux. Et il y a d'autres personnes qui s'intéressent à des thématiques de recherche dans Ubisoft, y compris en France, au niveau du siège. Donc, je coordonne avec eux, on travaille ensemble sur certains projets. Mais tout ça pour dire, je ne suis pas du tout représentant des seules équipes qui font de la recherche au sein d'Ubisoft. Mais justement, si j'ai été recruté il y a 2 ans, c'était parce qu'il y a des initiatives isolées et parfois un manque de partage. Il y a aussi quand on est une grosse entreprise, il y a cette question fondamentale du partage au sein de l'entreprise et de comment pouvoir diffuser, informer les uns les autres, coordonner tout ça et puis avancer de manière concertée pour être le plus efficace possible, et y compris partage à l'international. Nous, on a une majorité de nos effectifs à l'international et en particulier à Montréal, on pourra revenir là-dessus. Tout ça pour dire que donc je suis arrivé, il y avait des initiatives installées préexistantes avec des gens qui avaient une sensibilité recherche par eux-mêmes et donc déjà un réflexe d'implémenter des papiers de recherche dans des phases de préconception de jeux où ils avaient du temps pour tester des solutions, des gens qui avaient des partenariats plus ou moins informels avec des chercheurs avec qui ils avaient une certaine confiance, des échanges de bons procédés, des choses comme ça. Et puis, il y avait des projets très formels des projets collaboratifs de recherche sur des financements nationaux principalement, financements régionaux également. Il y avait eu déjà, je crois, par le passé, un projet européen. Et donc, ça, c'est des projets très calibrés. Hein. Delphine connaît bien, avec des accords de consortium qui, justement, écrivent sous forme de contrat les intérêts de chacune des parties, la confidentialité, la propriété intellectuelle, le partage des résultats, les obligations de chacun. Et puis, du coup, des travaux très annoncés en avance avec des lots, etc. Tout qui est défini, des tâches qui sont définies pour les années à venir. Ça a forcément des mérites, en particulier, un des premiers mérites aussi pour les industries, c'est qu'il y a et pour les labos de recherche, c'est qu'il y a des subventions attachées. Donc, ce sont des projets qui sont avec des sources de financement externes, ce qui aide toujours. Et puis, ce cadre qui permet justement de permettre de travailler ensemble en réglant par contrat ces aspects de responsabilité de chacun. Après, il y a du coup un potentiel manque de liberté un petit peu au sein de ce type de contrat et un travail en commun qui est parfois difficile à aligner, c'est-à-dire qu'on va se retrouver selon les types de fonctionnement. Certains vont travailler ensemble en s'appelant tous les mois ou en faisant des réunions régulières, mais parfois on ne va se voir qu'au bout de 3 mois, qu'au bout de 6 mois. Et il y a des risques quand même de pas perdre le fil, mais en tout cas que chacun avance un peu de son côté et d'être un peu frustré par les retombées de ce type de travaux. Je dis ça, je ne suis pas 100% négatif là-dessus. Hein. On en fait des projets collaboratifs, on va continuer à en faire et il y a moyen de les accompagner pour que ce soit le plus efficace possible. Mais en tout cas, il y a des écueils. Et le but, c'était aussi de voir comment on peut travailler de manière un peu plus intégrée et un peu plus agile. Et là, ça rejoint en tout cas ce que Jonathan présentait avec les équipes d'Unity et puis des labos d'autres boîtes. À Montréal, il existe depuis 4-5 ans une structure qui s'appelle La Forge, qui a vocation en fait à faciliter le prototypage technique par les derniers résultats de recherche académique et des résultats qui sont obtenus en travaillant en commun avec des chercheurs de l'externe qui peuvent venir dans un lieu ouvert travailler avec les personnels d'Ubisoft La Forge qui sont des salariés d'Ubisoft et du coup avec des profils scientifiques, docteurs comme Jonathan qui sont du coup salariés Ubisoft à temps plein, des profils plus ingénieurs de recherche qui sont là pour faire le lien aussi avec l'implémentation des projets, mais tout en contribuant aux travaux de recherche et donc en étant informés au fil de l'eau en fait et en sachant exactement comment ça fonctionne, ce qui peut aider les phases de transfert suivantes. Puis avec des étudiants également, hein, tu parlais des étudiants de master tout à l'heure, Jonathan, c'est toujours important, ou des doctorants qui travaillent soit en partie, soit totalement au niveau de la forge, et des personnels de production qui, eux, vont être un peu sponsors des projets
et suivre sur une temporalité, alors aider à la construction du sujet pour qu'il soit utile à Ubisoft, et puis suivre pour leur projet les retombées pour être en fait aux premières loges pour l'implémenter ensuite, en fait que ces projets de recherche puissent être transférés dans nos jeux, nos pipes, nos outils, euh, avec en fait un objectif double, un fichier qui est d'un côté faire de meilleurs jeux, donc effectivement innover par la recherche, c'est cet aspect transfert, et en parallèle un objectif de production scientifique et donc de reconnaissance académique avec de la publication dans les meilleures revues à comité de lecture, meilleures conférences scientifiques. Et en fait, c'est ce qui permet cet équilibre et aussi d'attirer les chercheurs. C'est exactement ce que disait Jonathan, c'est si on veut travailler avec des bons chercheurs, il n'y a pas, enfin, là aussi, ça rejoint ce que tu disais, Damien, c'est-à-dire qu'on a chacun nos agendas et nos objectifs. Si on ne permet pas de publier à des chercheurs, ben, ça veut dire qu'il faut leur donner beaucoup d'argent. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des moments, et certains ne sont pas sensibles et n'ont pas besoin d'argent, d'autres ont plus besoin de publier. Enfin voilà, chacun a ses leviers de motivation et ses objectifs. En tout cas, un milieu qui permet de publier de beaux résultats en faisant de la belle science avec des équipes qui ont accès du coup à des données et des sujets d'application qui sont de qualité. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un catalogue de jeux et une base de joueurs comme la nôtre, c'est qu'on a aussi des données assez incroyables et des jeux qui permettent d'avoir des armées d'artistes aussi qui font qu'on a des assets, etc., qui peuvent servir la recherche. Et donc, en se mettant ensemble, on peut faire des publications de très haut niveau. Et l'objectif vers lequel on tend, donc, comme tu le disais, on a un projet, les activités de coordination de R&D dont je parlais, on est en train de les pérenniser en les intégrant à un projet de forge en France, donc sur le modèle de cette forge que je décrivais à Montréal. Il y a Guillaume Gaudron qui nous a rejoint en décembre pour monter ça au niveau de la France. Et on est en train de bâtir vraiment cette dimension, ce centre de recherche pour pouvoir, en parallèle des autres activités de recherche qui sont toujours existantes en production, avoir un centre de recherche dédié avec des chercheurs à temps plein qui peuvent creuser sur du temps long, parce que je pense qu'on pourra parler de cette question de la temporalité aussi qui est clé, sur des sujets de recherche. Merci beaucoup, Simon. Alors du coup, moi, j'ai une expérience effectivement côté laboratoire de recherche et l'accompagnement en fait, de laboratoire de recherche en tant que chargé d'affaires. Et ensuite, j'ai rejoint une structure qui s'appelle une SAT. Donc une SAT, c'est une société d'accélération de transfert technologique. Donc ce sont des sociétés privées qui ont pour vocation à favoriser le transfert technologique des technologies des laboratoires de recherche vers le milieu industriel. Alors, typiquement, dans les SAT, le modèle des SAT, parce qu'il y en a un certain nombre en France et elles sont régionalisées, c'est vraiment de transférer des actifs de propriété intellectuelle vers des industriels. Donc, on passe effectivement par des modèles de consortium, des modèles de création d'IP. Donc, effectivement, c'est des consortiums qui sont peut-être un peu plus encadrés, même s'il y a largement la place pour des publications, parce que publier et breveter, c'est absolument pas antinomique. Il y a un ordre et respecter en fait certaines procédures, mais pour le coup, c'est tout à fait complémentaire. Par le passé, quand j'étais donc à Polytechnique et quand j'ai participé à la création de la chaire, j'ai vu d'autres modèles qui étaient plus ou moins basés sur de l'IP, qui étaient plus ou moins basés aussi sur des outils collaboratifs, sur des collaborations parfois très informelles ou parfois beaucoup plus encadrées avec, par exemple, des équipes de recherche communes très structurées entre des industriels et des académiques et qui étaient très structurées à la demande de l'industriel parce que pour le coup, il y avait un enjeu d'exclusivité et de secret de la part de cet industriel. Donc, en fait, il existe plein de cadres différents, plein d'outils de financement possibles. Chaque outil, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. Et d'un autre côté, en fait, il existe aussi des enjeux spécifiques parce que quelque part, toute collaboration ou tout souhait de collaboration est aussi quelque part un peu unique. Et ce qui est important, c'est de comprendre en fait les intérêts de chacun, les contraintes de chacun, ce qui fait pétiller chaque personne et qui fait que chaque personne a envie d'aller dans cette collaboration et de trouver le bon cadre, de se l'approprier et un peu aussi de le réinventer. Donc finalement, je pense qu'il ne faut pas considérer que les enjeux de publication, les enjeux de pays, les enjeux financiers même dans une certaine mesure sont un réel problème parce que si on a vraiment envie d'y aller, on les dépasse. Et peut-être le bon exemple, c'est l'exemple de la chaire jeux vidéo. Moi, je ne connaissais pas du tout le domaine des jeux vidéo. Par contre, je connaissais le modèle plutôt de techno très, très deep tech, projet très capitalistique. Petite idée, panneaux solaires photovoltaïques ou projets en fait, qui ont des temps de développement R&D très longs pour lesquels l'API est très importante parce qu'il y a besoin d'exclusivité pendant un temps très long. Et ça correspond en fait, aux enjeux et aux objectifs du marché. En fait. Ce sont des segments de marché qui fonctionnent comme ça.
Donc pour le coup, c'est quelque chose qu'on respecte et on construit en fait j'avais participé en fait à des constructions de cadres de ce type et quand je suis arrivée finalement sur le projet finalement avant la chaire, bah, effectivement, je suis arrivée avec des outils que je connaissais sur un domaine que je connaissais pas. Il y a eu une phase de compréhension des enjeux, de compréhension des besoins et de voir quels outils pouvaient s'appliquer. Et il se trouve que celui qui s'appliquait le mieux semblait être une chaire, mais il a fallu un petit peu pousser, trouver les bonnes conditions aux limites, pousser un peu les cadres, trouver des bonnes solutions à certains endroits, trouver les bons partenaires aussi. Et finalement, ça s'est fait, ça s'est monté. Ça s'est monté parce que, bah, il y a eu un intérêt commun partagé, une capacité à dépasser des limites ou des difficultés qui auraient pu être, difficilement surmontables, mais il y avait un véritable enjeu, une volonté de travailler ensemble. Et je pense que dans tous les cas, en fait, on trouve le cadre contractuel ou pas contractuel d'ailleurs qu'il faut pour, travailler, avancer ensemble en fonction des enjeux, en fonction des contraintes et en fonction des spécificités du domaine. Merci beaucoup. Si je peux Effectivement, rebondir, pardon Damien. Juste, vas-y. c'est vrai que tu m'avais parlé de la chair dans ta question et j'ai oublié d'en parler. Et effectivement, du coup, ça me permet de, de compléter ou d'interroger. Mais en tout cas, la chair, c'est chouette parce qu'on est justement là aujourd'hui grâce à la chair et à son existence. Et c'est un objet qui est un ovni complet pour moi. C'est-à-dire que c'est un- alors, là où je pense que ça a été facilité, ce que tu dis sur le rapprochement et tout, etc., avec Ubisoft, parce que c'est une chaire de mécénat et qu'on n'est pas sur une discussion de propriété intellectuelle, de résultats, etc. Enfin, si on a tous nos travaux de collaboration, de recherche, doivent faire l'objet de contrats séparés. Bon, voilà, ça c'est sur les aspects pratiques, donc ça on verra après. Mais il n'empêche que cette chaire, par la création du Game Lab et de l'équipe qu'on voit réunie aujourd'hui, ça permet pour nous, on a des projets étudiants qu'on a lancés depuis la première année l'an dernier, des PSC, projets scientifiques collectifs, des étudiants de deuxième année, qui peuvent explorer des projets qu'on leur soumet et puis qu'ils s'approprient pour voir ce qu'ils en sortent, et puis avec lesquels on a des points réguliers avec des gens chez nous. On a des contacts avec les équipes de recherche, dont celle de Damien, ce qui peut nous amener sur des collaborations très intéressantes. D'ailleurs, je te dois un email, Damien, ça viendra bientôt. Et puis, on a voilà tout ce rapprochement. On a un doctorant qui a commencé une thèse chez nous en management de l'innovation, si on peut dire, en tout cas sur de la réflexion sur justement le partage interne de l'innovation et de la connaissance en transverse, suite à une intervention conjointe dans le colloque de l'année dernière avec David Massé de l'École Polytechnique. Donc voilà, on a de la... Et puis je vois maintenant qu'il y a Chloé qui fait sa thèse au sein de la chaire. Donc euh, la chaire est devenue un lieu de recherche et je m'en réjouis. Pour être complètement honnête, pour nous aussi, ça a été un peu un ovni dans le sens où c'est un mode de fonctionnement qui est peut-être pas le même que les autres chaires, mais pour le coup, c'est justement cette unicité qui fait tout l'intérêt, c'est que ça répond manifestement à un objectif et à des intérêts partagés entre les parties. Et donc, ça veut dire que le cadre, bah, il a été bien approprié et il a permis en fait de servir des intérêts collectifs. Et il a permis à chacun de trouver une place en fait et de répondre voilà, à des intérêts. Donc, c'est vraiment super de voir qu'aujourd'hui, ce à quoi on a pensé qui est sorti finalement de notre imaginaire, quelque part, fonctionne et a trouvé plein de sources de potentialité et de développement. Et c'est aussi ça qui est super intéressant quand on essayait de s'approprier des cadres et de développer des collaborations d'une manière ou d'une autre. Merci, c'est super intéressant. Donc on voit hein, qu'il y a des cadres qui existent, qui sont plus ou moins préformatés, mais ensuite c'est à chacun, en fonction de l'entreprise, en fonction des labos, en fonction de ce qu'on veut faire, de se l'approprier, de voir si effectivement faut poser des choses par rapport à l'IP, ou si ça passe par le biais plutôt d'une chaire, et dans ce cas-là l'IP pose moins de problèmes, etc. Donc c'est à chacun de s'approprier aussi ces cadres existants pour essayer de faire avancer et de proposer des collaborations qui leur conviennent. Et donc, il y a des gens, typiquement comme Delphine, qui peuvent aider justement à monter ça avec cette connaissance de ces différents cadres pour voir le plus adapté. Je rebondis, alors je vais essayer d'avancer, comme ça on aura le temps de prendre les questions. Et je relais d'ailleurs une demande, c'est n'oubliez pas de poser vos questions en attendant aussi dans le Q&A, comme ça permet de les préparer. Donc Simon, tu mentionnais aussi la temporalité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui souvent
est un petit peu différente entre développement et recherche, hein. Une temporalité d'une entreprise, souvent quand les entreprises nous contactent, c'est très court, ils ont des besoins pour les quelques mois à venir, il faut sortir des produits, il faut qu'ils puissent survivre. En recherche, la temporalité de base, bah, nous on a tendance à dire c'est la thèse. Une thèse c'est 3 ans, et en sortie de thèse, on a une preuve de concept, donc pas un produit fini. Alors, parfois, c'est difficile d'accorder les agendas. On peut se poser la question aussi dans les jeux. Maintenant, avec les jeux AAA, c'est devenu des temps de développement qui sont énormes en années, beaucoup plus que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années. Est-ce que ça permet, par exemple, de consacrer plus de temps à la recherche? Est-ce que ça évolue dans ce sens-là? Alors, oui, en fait, du coup, effectivement, donc comme tu disais, un gros jeu AAA, c'est des temps de développement longs, mais du coup, c'est des équipes énormes aussi. Et en fait, j'ai l'impression que le risque n'a pas baissé par rapport à un développement sur une équipe plus petite parce que les budgets sont énormes. Donc, ça change pas grand-chose par rapport au temps disponible pour faire des choses qui ne semblent pas cruciales pour les prochains objectifs. Après, ce qui est là où on peut avoir de l'impact, c'est sûr, plus en termes de, de décision, quand il y a une volonté au niveau direction d'aller vers plus de transversalité et de travailler sur des choses communes et de partage, là, il peut y avoir quelque chose qui permet aux gens de dégager du temps. Enfin, voilà. Après, c'est une question de volonté aussi. Et nous, on a pas mal de choses qui, en ce moment, vont dans ce sens-là. C'est ce qui explique qu'on a ces initiatives qui sont encouragées. C'est en voyant que oui, pour innover, à un moment donné, en fait, typiquement, si je prends l'exemple des outils, pour parler voilà, des moteurs comme ce que fait Jonathan, ou alors en tout cas de différents outils qui sont utilisés par la production, on a des outils qui sont à un moment à un optimum, qui fonctionnent bien, sur lesquels on peut encore faire des améliorations au fil de l'eau, etc. Mais c'est un outil de production qui marche bien. Donc, il a une efficacité donnée. Mais à un moment donné, si on voulait avoir une forme de disruption, pouvoir passer une marche, cet outil ne peut pas encore progresser. C'est-à-dire on va être sur un plateau. Et donc, pour arriver à un outil qui permet de faire autre chose, il faut parfois changer un peu de paradigme, aller casser le jouet pour repartir un peu à zéro, et donc démarrer avec quelque chose qui marche moins bien. Et du coup, il faut réussir à faire cohabiter un outil qui est un peu qu'un cas de recherche, ou en tout cas prototype de recherche, donc même après du temps de recherche pourtant, et pouvoir lui permettre de monter en potentiel ensuite et de dépasser dans un futur proche l'outil existant qui, lui, plafonne. Et donc, cette prise de risque, on ne peut pas, nous, le laisser sur les productions. En tout cas, quand on parle des productions, c'est vraiment les équipes de production. Donc, une équipe de jeu, ce n'est pas elle qui va généralement investir pour lancer un tout nouvel outil et consacrer beaucoup de temps et d'énergie par des gens qui pourraient être plus utiles pour shipper leur jeu, ce qui est leur objectif primaire en général pour les gens qui sont dans les équipes de prod. Donc, on a des équipes transverses de plus en plus, des équipes pipeline, des équipes moteurs, des équipes outils, et des équipes de recherche qui, elles, sur un temps encore plus long. Donc, c'est là où, pour l'instant, on coordonnait des projets sans personnel de recherche à 100%. Et le modèle de la Forge a été aussi d'embaucher des chercheurs et, comme le disait Jonathan, d'avoir des gens qui, eux, peuvent se décorréler des temporalités de la production et pour pouvoir travailler, pour le coup, sur un mode de recherche, faire des vrais travaux de recherche, et qui en plus en fait un mode compatible avec des chercheurs externes qui du coup peuvent venir travailler. Quand on accueille un doctorant dans une entreprise, il y a aussi ça, on parlait des thèses CIFRE, on n'a peut-être pas parlé du mot CIFRE, mais en tout cas, ce qui est un mode de partenariat assez classique de thèse en entreprise. Si on accueille un doctorant CIFRE au sein d'une équipe de production qui n'a pas, enfin, ou en tout cas, sans un référent branché recherche sur une temporalité recherche qui lui assure que la priorité, c'est sa thèse, et non, ce n'est pas un ingénieur de plus qui va permettre de shipper là sur les urgences. Non, ben voilà, on sait sur quoi on va, point de vue recherche. Ton sourire est éloquent, Damien, et c'est tout ce qu'il faut pour que ce soit une thèse potentiellement ratée, en tout cas point de vue scientifique, et que personne n'y gagne vraiment. Donc, il faut créer des conditions pour pouvoir asseoir le chercheur à côté de chercheurs, ou en tout cas à côté de gens qui peuvent travailler à horizon 1 an, 2 ans, 5 ans, prendre des risques, en fait, oser là aussi ne pas avoir de retour sur investissement, comme tu disais, Jonathan, ne pas oser aller explorer des voies risquées. Et donc, le but, justement, nous, dans ce modèle de la Forge, c'est de pouvoir déporter le risque chez nous et donc explorer ces sujets-là avec des gens de la production qui ont envie d'y contribuer. En plus, il y a un enjeu d'attraction de talents et de rétention de gens chez nous qui ont des envies de faire de la recherche et de sortir un peu le nez du guidon parfois, et donc qui pourraient venir contribuer par moment à ces projets-là. Et donc ensuite, là où tout l'enjeu et toute la difficulté, et après, c'est sur le transfert qui est soit en fin de projet, soit au fil de l'eau, avec les bons process, les bonnes personnes
et les bonnes manières de travailler pour réussir à faire de ces résultats de recherche de l'innovation. Super. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai dit plein de trucs, mais en Absolument. fait, il y avait la temporalité, effectivement des projets longs, pardon, juste, effectivement, il y a des phases de conception au départ qui sont plus favorables, sont les moments de recherche artistique, de recherche créative, et aussi le moment où on peut se dire, on pourrait partir sur des idées de design qui viennent des directeurs créatifs ou des équipes de design, et qui se disent, ah mais ça pourrait, il nous faudrait quoi? C'est là qu'on voit qu'il y a une limitation techno, par exemple, qui demanderait d'avoir d'autres choses et où là, on peut explorer, mais malgré tout, on va quand même être sur des échelles souvent de mois, donc plus sur du transfert de papier de recherche existant, éventuellement, sur des choses comme ça, que sur lancer une vraie recherche, même si c'est souvent là que ça se lance. Mais après, on est vite rattrapé par le projet qui a eu son passage en production et où là, on devient dans des choses bien plus sérieuses en termes de timeline. Merci beaucoup. Pardon. Une question là que je me pose en écoutant, c'est est-ce que finalement, voir l'investissement dans un petit groupe de chercheurs, c'est si risqué que ça par rapport à une activité parce que tu vois, souvent on dit, tiens, on ne va pas prendre de chercheurs parce que c'est risqué. Mais donc, bon, là, je parle de mon cas, par exemple, Unity, tu vois, on est 7 chercheurs, et puis dans une boîte je me souviens déjà plus de 3500. Alors c'est vrai que potentiellement il peut ne rien ressortir de notre travail, j'entends. On a beaucoup à perdre, donc c'est peut-être ça le risque, mais est-ce que c'est pas peut-être un peu le syndrome de l'avion? On a peur de prendre l'avion parce que s'il y a un accident, on n'y survivra pas, mais en fait ça marche, et puis à côté dans la boîte on a des activités genre on traverse la rue sans regarder par exemple. C'est très métaphorique ce que je dis, mais Oui, j'ai l'impression que peut-être qu'en fait, on voit l'investissement dans la recherche comme quelque chose de risqué, alors que peut-être que ça n'est pas tant que ça. Je n'ai pas la réponse, je réfléchis à voix haute. bien sûr, mais là après, je pense qu'on est entre convaincus. On est tous passés par la recherche au moins un moment. Parce que dans ce que tu dis, il y a effectivement pour moi, je pense que le risque est assez faible parce qu'en termes d'investissement, c'est pas monstrueux. Après, c'est sûr, Ça dépendra des risque. domaines. Oui, Ouais, oui, tu as raison. Mais c'est risque versus résultat. Et il y a quand même des gens qui qui ne sont pas persuadés que l'innovation par la recherche est la meilleure voie d'innovation ou la ouais. seule, et qu'il peut y avoir d'autres moyens d'innover. Après, nous, on poursuit d'autres modes d'innovation parce qu'effectivement, on n'est pas que sur une entreprise technologique où la recherche est peut-être plus logique que pour nous. On a plusieurs composantes. Mais oui, clairement, enfin, moi, je suis d'accord et c'est en défendant ça qu'on avance en disant faisons le test. C'est un investissement qui est mesuré. Effectivement, on est dans des domaines où il nous faut de l'ordinateur, à la limite parfois un peu de temps de ferme de serveur, et des salaires, quoi. Mais on n'a pas des investissements lourds qui font que lancer un centre de recherche, c'est un investissement très fort. Je ne sais pas, par exemple, Delphine, toi, est-ce que tu penses qu'il y a cette croyance justement que c'est trop risqué d'investir dans les chercheurs? T'es muté, pardon. Pour parler. Oui. En fait, ce qui m'a fait réfléchir, ce qui me fait rebondir finalement sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est on a parlé d'innovation disruptive. Et finalement, à un moment donné, l'innovation disruptive, alors je crois que c'est Simon, tu as dit à un moment donné, on a une idée il y a une idée qui est disruptive, qui peut être sur du design, et puis après, on peut aller chercher un papier ou un élément, en fait, parce qu'il y a eu de la recherche avant, et c'est quelques mois de développement. Mais finalement, pour qu'il y ait eu ce papier, il y a eu d'autres mois en avance de phase. Et finalement, toute innovation disruptive, d'une manière ou d'une autre, elle commence quelque part par de la recherche plus fondamentale et plus amont, qui est arrivée peut-être un peu plus tôt et qui a permis de s'adosser et d'aller plus vite dans le disruptif. Mais n'empêche que ça, c'est fondamental. Et en tout cas, pour ce type d'innovation, c'est vraiment important. Après, dans d'autres domaines, ce qui existe, c'est encore une fois des cadres qui peuvent être un peu différents. Il y a des entreprises qui sont très deep tech, qui ont des unités de recherche parfois même mixtes avec le CNRS. Au sein d'une entreprise, c'est quelques chercheurs, 6-7, qui pour le coup travaillent sur un domaine spécifique, peuvent avoir des équipes de recherche communes avec d'autres laboratoires et un mode de fonctionnement très chercheur, mais qui ressemble vraiment à ce que tu as présenté, Jonathan, tout à l'heure. Et ensuite, il y a d'autres industriels qui vont, eux, pour le coup, chercher à vraiment s'adosser à un laboratoire avec une équipe de recherche commune. Alors là, il y a un cadre qui est très strict parce que pour le coup, les publications des chercheurs vont être un peu plus limitées
parce que là, il y a vraiment une volonté d'aller développer et d'aller chercher, alors certes dans du disruptif, mais dans une direction qui est bien précise, qui est très en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et donc là, les publications vont être un peu limitées, les financements vont être plus importants, il y a tout un travail d'IP. Alors, pour le coup, parce que c'était les projets que j'ai connus étaient sur des projets beaucoup plus deep tech et l'IP et les brevets et la brevetabilité étaient un enjeu majeur. Mais il y a un cadre qui s'est fait, une construction qui s'est faite et c'est des projets qui, pour le coup, peuvent durer une dizaine d'années. Enfin, quand j'avais quitté Polytechnique à l'époque, il y a une équipe de recherche commune qui marchait depuis une dizaine d'années justement sur ce modèle-là. Donc, je pense que ça existe avec un cadre un peu différent dans plein de domaines. Parce que qu'on le veuille ou non, ou qu'on le dise ou non, pour qu'il y ait de l'innovation disruptive, ça passe quelque part par une recherche qui peut être faite une recherche amont, qui peut être faite côté industriel, qui peut être faite côté labo, qui peut être faite dans un cadre mixte labo-industriel, mais on passe par ça. Après, effectivement, pour des recherches, pour de l'innovation plus incrémentale, il y a peut-être moins ce besoin. Mais en tout cas, pour vraiment aller chercher du disruptif à terme, ça passe par une recherche plus fondamentale pour lesquelles il ne faut pas effectivement d'enjeux de résultats, pour lequel l'enjeu temporalité doit être un peu plus relâché parce qu'effectivement, on est sur de la recherche et c'est plus risqué. Et effectivement, ça alimentera la R&D de demain d'une manière ou d'une autre, parce que l'article sera là, sera sous-jacent, et quelqu'un en bénéficiera dans quelques années. Donc oui, ça existe, le cadre s'adapte, mais oui, effectivement, ça se développe, et ça existe et ça se développe. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand on veut travailler dans les domaines, dans le domaine de la technologie en général, il y a deux manières d'agir. C'est soit on est passif, et à ce moment-là, en fait, on démarre une activité parce que dans les technologies, parce qu'il existe un patrimoine, voilà, donc des publications, et on peut partir de là et effectivement rattraper l'état de l'art en quelque sorte. Mais au bout d'un moment, quand on arrive à la crête, bah là, il faut devenir actif et investir dans la recherche. Et du coup, j'ai une question là. Ces chercheurs qui bossent et qui sont un peu bridés niveau public, comment on fait pour les intéresser? Parce que pour moi, quand on est académicien dans le public, ce qu'on veut, c'est publier, quoi. C'est vraiment ce qu'on valorise. C'est comme ça qu'on valorise notre activité. Alors, les modèles, en fait, c'est pas forcément d'être bridé sur la publication, dans le sens où typiquement, une publication, c'est souvent une publication de résultats. Donc, on va publier un résultat, on va publier des éléments précis sur le résultat. La méthode, ou finalement, tout ce qui pourrait être le secret qui entoure la méthode n'est pas dévoilé dans l'article, ou peut ne pas être dévoilé. Donc, et justement, par ailleurs, toute cette méthode, tout ce process, même tout ce qui est fine-tuning en fait, de certains paramètres, pour le coup, va être protégé par brevet, par savoir-faire. Donc, c'est quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas opposer la propriété intellectuelle et la publication. C'est que si c'est bien géré en amont, si c'est bien anticipé en amont, il y a la place, même dans le cas d'une thèse CIFRE, pour une publication, pour une thèse, pour un brevet, dans le cas d'une stratégie en fait, qui est construite pour l'industriel et pour le partenaire académique. Simplement, ça se construit. Là où, en général, il y a une friction qui existe et qui est réelle, dans le cadre des projets que j'ai vus, c'est une forme d'interdiction, en tout cas, d'aller travailler sur des projets similaires avec des concurrents. Ouais. Mais pour le coup, les laboratoires aussi, quelque part, en général, on arrive dans cette discussion quand il y a une collaboration qui est très privilégiée entre un industriel et le laboratoire. Quand on fait une équipe de recherche très étroite où on héberge en fait des chercheurs de l'industriel au sein du laboratoire, c'est que quelque part les partenaires se connaissent depuis des années. Il y a une construction d'un projet commun et pour le coup, il y a un financement aussi qui arrive et il y a une contrainte de ne pas aller voir un industriel directement concurrent. C'est quelque chose qui se construit pas à pas aussi. C'est pas, on n'arrive pas là tout de suite par une CIFRE. On arrive peut-être par un stage, puis éventuellement un jour par une CIFRE, et puis par des prestations, et puis ça se construit. Mais il y a largement la place parce que publication de résultats scientifiques et brevets ou secrets ou savoir-faire ne portent pas sur la même chose, sur la même étape. Donc du coup, c'est complètement complémentaire et il n'y a pas de... Sauf des cas très spécifiques, mais on trouve tout le temps des solutions. Et par ailleurs, un brevet, de toute façon, quoi qu'il se passe, à 18 mois, il est publié. D'accord.
Donc, l'enjeu aussi est de se dire, peut-être qu'il faut décaler un peu la publication de quelques mois, mais de toute façon, à 18 mois, le brevet sera publié et sera sur des bases de données. Pas si j'ai le Merci, temps. Il y avait deux petites précisions que j'avais envie d'apporter. Si j'ai le temps ou pas? Alors, en fait, il faudrait qu'on passe aux questions du Passons aux public, questions. mais Je tu peux tout glisserai à mes fait apporter précisions dans mes des réponses. précisions. Donc, je trouve que c'est super hein, que vous communiquiez entre eux. C'est juste qu'on est effectivement déjà en retard et on a quelques questions du public. Et donc, je pense que je vais laisser la parole à Chloé pour vous les poser et vous puissiez tirer dessus. Oui, merci Damien. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, oui. Super. Alors, on a quelques questions. Je vais d'abord vous poser une question de Marc Fournet qui demande si la crise sanitaire actuelle a accéléré la recherche dans le milieu du jeu vidéo et est-ce qu'elle a eu un impact sur les thématiques recherchées. Alors, je veux bien m'occuper donner la réponse. Vas-y. Désolé, Simon, tu ne pourras pas glisser encore ton truc. Je vais l'écrire dans le chat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chat. Alors, est-ce qu'elle a accéléré la recherche? Alors, en tout cas, ce qu'on a observé côté Unity, c'est qu'il y a eu, pendant le confinement total, il y a eu vraiment une explosion du nombre d'utilisateurs Unity. Beaucoup de gens se sont mis à faire du jeu vidéo, donc à se former à faire du jeu vidéo. Voilà. Dans le domaine de la recherche, je ne sais pas trop. Moi, je dois dire que dans notre cas personnel, à Unity, on travaille de chez nous. Hein. Là, je suis chez moi et on n'a pas le droit d'aller au bureau. Et ça, pour le coup, ça affecte vraiment la dynamique de recherche, quoi. Donc, on a un peu d'inertie parce qu'on a des projets qu'on doit encore publier, mais le fait qu'on ne puisse pas discuter devant un tableau blanc ou réfléchir ensemble à des projets, ça a un impact qu'on ressent. Donc, je ne saurais pas dire si ça a été positif ou négatif pour la recherche en général. Je pense aussi, par exemple, Chloé, toi, tu es thésarde, je pense que tu ne vas pas au labo non plus. Non. Donc, je pense que pour les thésards, c'est aussi difficile. Et à mon avis, il y aura quand même plutôt… ça aura un impact et j'ai du mal à dire comment il pourrait être positif de ce point de vue-là, en tout cas. Non, mais complètement. Moi, juste complément hyper rapide. Clairement, il y a eu des communications et c'est sûr qu'on a eu, nous, des très bons résultats sur des ventes de certains jeux parce que les gens étaient confinés chez eux, soit, mais on a des gros enjeux et des choses compliquées à gérer en termes d'organisation de production avec des métiers qui n'étaient pas du tout prévus et pas habitués à travailler de chez eux. Donc, on a plutôt eu un impact négatif sur cet aspect-là. Et pour la recherche, c'est exactement ce que disait Jonathan, ce qui me permet de glisser une de mes trucs. C'est le modèle de la Forge, c'est clairement d'avoir des chercheurs qui travaillent avec les personnels Ubisoft sur un lieu donné, en fait, et d'être ensemble, et que c'est une des clés de la collaboration en recherche, et qu'effectivement, on n'a plus cette opportunité-là, ou très difficilement en ce moment. Ok. Est-ce que Delphine, tu as quelque chose à ajouter ou… Non, je souscris complètement, en fait. Effectivement, je pense que il peut y avoir un côté positif qui fait que ça a un peu bousculé les méthodes de travail et qu'il sortira forcément des choses positives. Par contre, je pense qu'en termes pour le coup, de temporalité, d'organisation, de brainstorming, c'est très compliqué à gérer et c'est très compliqué pour le personnel aussi et notamment pour le personnel non permanent, enfin le permanent aussi, mais les thésards, les postdocs, les stagiaires, c'est très compliqué. Donc, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit jusqu'à présent. Ça marche, merci. Donc, je vais poser une deuxième et dernière question, je pense, car le temps presse un peu. Donc, une question de Jean-Michel Auberlé sur la confidentialité. Si la méthode n'est pas publiée, comment s'assurer de pouvoir reproduire des résultats publiés? La reproductibilité devient une contrainte de publication. Oui. Alors, je pense que c'est moi qui ai soulevé ce point tout à l'heure, donc je vais y répondre. En fait, typiquement, quand on regarde dans le cas d'une publication et dans le cas d'un brevet, les exigences ne sont pas les mêmes. Si je peux faire une comparaison, typiquement, un article scientifique, on s'intéresse à une recette de cuisine, mais finalement, ce qui intéresse, c'est le gâteau. C'est au final, en fait, les propriétés du gâteau, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, il y a une exigence effectivement de reproduire, mais par contre, typiquement sur le cas du brevet, il y a une obligation pour le coup de clarté et de description et de suffisance de description
qui est vraiment très précise dans le brevet et qui l'est beaucoup moins dans le cadre d'un article scientifique. Donc, on arrive clairement à trouver sa place dans d'écrire de manière pas forcément optimale dans un article scientifique, mais permettre une reproduction sans donner les paramètres clés, sans donner tous les éléments qui feraient la richesse et l'intérêt de la méthode, en tout cas en termes de fine-tuning, et de déposer un brevet par ailleurs pour s'assurer répondre aux critères de brevetabilité. En général, c'est temporel, c'est qu'on va déposer d'abord un brevet et ensuite on va publier. Et la partie publication est quand même beaucoup plus centrée, avec un enjeu beaucoup plus centré sur les résultats que sur le détail précis de la méthode, là où c'est plutôt effectivement dans un brevet. Donc la première réponse est déjà, il y a une temporalité. Et ensuite, les enjeux en termes de description sur un article et sur un brevet, ils ne sont pas les mêmes, même si effectivement, il y a un enjeu de reproductibilité quand même dans un article. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Est-ce que les autres, vous avez quelque chose à ajouter? Non, moi, attends, c'est bon, ouais. Juste de dire que on a parlé, je vais le placer, hein. On a parlé de recherche technologique parce qu'on était un panel très technologique, mais qu'effectivement, on n'a pas que ça. Donc, j'allais me faire taper sur les doigts sinon. Effectivement, on a quand même de la recherche en sciences humaines, en sciences sociales, parce que on a cet objet jeu vidéo qui lui-même est un moyen et un vecteur et un objet d'étude super intéressant. Et donc, on a pas mal de sujets qui ne sont pas des sujets techno. C'était juste pour dire, on pourra en parler dans une autre table ronde. Du coup, je renchéris parce qu'effectivement, les projets que vous proposez au travers d'Ubisoft pour les projets des étudiants ne sont pas que des sujets très technologiques. Il y a des choses très ouvertes sur l'aspect social et financier. Et ça donne des projets très ouverts et qui lient d'ailleurs sciences et, on va dire, sciences dures classiques et sciences sociales. Je vous remercie vraiment pour votre intervention qui était extrêmement riche. Et on va passer à la suite de la matinée.